ravie de vous retrouver donc pour la 11e web conférence organisée depuis le mois de mars. Cette web de ce soir clôturera notre cycle avant les vacances. Donc Jean a souhaité donc clôturer donc ce cycle et ce soir, il vous propose de partager avec vous donc un rapide bilan donc sanitaire et économique de la crise Covid-19, l'actualité du mouvement DCF et les actions menées et mises en œuvre pour contribuer à la relance économique. Comme d'habitude, côté technique, eh bien, il n'y a pas donc de vidéo, de visio ni de micro. Vous avez la possibilité de poser des questions et n'hésitez pas donc sur l'outil Q&R. Et les questions, donc, je les poserai à l'issue de la conférence de Jean qui va durer en gros 45 à 50 minutes. Bonne conférence à tous et c'est à toi, Jean. Merci, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci Françoise, merci Anas et Élise. Donc Anas est à la technique, Élise est ici à côté de moi à la fédération, qui m'ont aidé à préparer cette conférence. Et puis merci à vous toutes et à vous tous encore une fois pour votre fidélité, votre assiduité. Et je voudrais tout particulièrement remercier les présidents d'associations qui ont répondu présent à la sollicitation que je leur avais faite. Alors j'ai pas pu beaucoup d'entre vous m'ont répondu personnellement. Je tiens vraiment à vous remercier. Je n'ai pas toujours pu répondre à chacun d'entre vous, mais j'ai apprécié chacune de vos réponses et je suis vraiment très, très heureux que pour beaucoup, vous puissiez être parmi nous ce soir. Alors, on avait lancé ce programme de webconférence le 2 avril, où là, on était au tout début de cette crise. Et donc, on avait fait effectivement un point sanitaire. On avait déjà commencé ensemble à évoquer la situation économique. J'avais souhaité vous faire un point à date un mois plus tard, donc le 5 mai. On était à une semaine du déconfinement. On y voyait un peu plus clair en matière de problématiques économiques, mais on ne savait pas du tout comment ce confinement allait se passer. Et il nous a semblé extrêmement important de pouvoir faire un point à date avec vous, puisque maintenant on est quasiment au 4e mois de cette crise. En tout cas, 4 mois se sont écoulés depuis le confinement, 4 mois très très longs. 2 mois, on a toutes et tous été confinés. Puis depuis 2 mois, on est déconfinés. Et surtout, je voulais partager un certain nombre de réflexions qu'on a eues et d'actions que je vous propose de mettre en place pour être plus qu'un mouvement, un mouvement acteur du redressement économique de notre pays. Je crois que là, les DCF font l'occasion. Nous avons tous collectivement l'occasion et l'opportunité de montrer qu'un mouvement comme le nôtre est peut-être extrêmement utile dans cette période unique et tout à fait particulière de l'histoire globale et de l'histoire économique de notre pays. Donc, merci vraiment à toutes et à tous. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour qu'on ait un peu plus de temps pour l'échange et pour l'interaction. Alors, d'abord, très rapidement, un point de vue sur la situation sanitaire. Bon, vous la connaissez toutes et tous, mais on a voulu là vous rappeler les derniers chiffres. C'est des chiffres qu'on a collectés encore hier soir avec Anas et avec Élise. Donc, d'un point de vue sanitaire d'abord, cette pandémie qui est mondiale, elle a fait plus de 600 000 morts. Donc, c'est un chiffre qui fait froid dans le dos. Et on évalue, en tout cas l'OMS évalue à 15 millions d'individus sur la planète qui ont été touchés par ce virus. Alors, malheureusement, on n'en a pas fini. Certes, on est déconfiné depuis 2 mois. Certes, en France, en tout cas, le confinement a été utile, au moins du point de vue sanitaire. Mais vous voyez que d'autres pays qui ont certains déconfiné avant nous, ou certains qui ont déconfiné après nous, sont obligés, alors plus localement, plus régionalement, de reconfiner. Donc, ça nous montre que la crise sanitaire, elle n'est pas terminée. On a cru, et c'est sûr qu'il y a eu un vent de liberté qui a soufflé après ces 2 mois de confinement. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, aux frontières de notre pays, c'est-à-dire en Catalogne, un certain nombre de grandes capitales sont reconfinées, Lisbonne, Leicester en Angleterre, en Afrique, Tanger au Maroc,
la Californie, qui avait été un des premiers États à se confiner. Et puis en Asie, j'ai eu mes collègues d'Asie tout à l'heure. Et eh bien, la situation reste préoccupante dans des grandes plaques comme Hong Kong et comme Pékin. Donc tout ça nous montre que bien, on n'en a malheureusement pas totalement terminé de cette crise sanitaire. Et je profite vraiment pour vous féliciter toutes et tous parce que on a été très touchés à la fois par les initiatives que vous avez prises territorialement pour garder une continuité avec vos adhérents. Et donc, vous avez pour beaucoup basculé dans des réunions, dans des réflexions à distance. Et puis, on a été très heureux de partager les images que vous avez bien voulu nous adresser ou qu'on a trouvées sur les réseaux sociaux d'événements que vous avez créés, que vous avez mis en place depuis ce déconfinement. Et ce qui m'a surtout beaucoup touché, c'est qu'on voit que vous avez, et ça c'est formidable, vous avez été exemplaire en matière de respect des barrières sanitaires, en tout cas dans les images que j'ai pu voir. Et ça, c'est formidable parce que nous savons tous ici, en tant que DCF, que, eh bien, on n'en a pas terminé de cette crise sanitaire et que ses conséquences économiques sont terribles, économiques et sociales sont terribles, et que donc, il faut qu'on soit extrêmement rigoureux et exemplaire. Donc, le virus, il circule toujours dans le monde, mais il circule toujours aussi en France. Alors, on évalue à 170 000 personnes en France les gens qui ont été contaminés. Et puis, vous l'avez aussi tous lu ou vu à la télévision, on a passé la barre des 30 000 morts. Donc, on ne sait pas exactement évaluer le nombre de personnes qui ont été sauvées par le confinement, mais probablement 60 000 ou 70 000, en tout cas d'après un certain nombre d'experts. Mais n'oublions pas qu'il y a une semaine, il y avait encore près de 7 000 personnes qui étaient hospitalisées dans notre pays, et ce, en étant atteints de cette maladie qui est une maladie terrible quand on la contracte. Je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Et donc, tout ça nous invite à rester extrêmement exemplaires et évidemment à porter ces masques et à respecter très précisément, très rigoureusement les barrières sanitaires, les règles sanitaires. D'autant plus que, ça c'est un chiffre qu'on a trouvé hier et qui était indiqué par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il y aurait en France encore de 400 à 500 clusters actifs. Et on voit que des régions qui jusque-là ont été épargnées, je pense à la Bretagne ou même le sud de la France, eh bien, sont touchées. Donc, je pense qu'effectivement, alors évidemment, en tant que DCF, il faut que dès qu'on organise un événement, celui-ci se fasse vraiment dans un respect strict de toutes les règles sanitaires. Donc là, ici à la Fédération, on reprend vie. Donc les collaborateurs ne viennent pas tous en même temps et certains ont repris le chemin de la Fédération, mais avec un strict respect de toutes ces règles. Alors, très vite maintenant, un point de la situation économique. Et pourquoi je vous propose ce point-là, c'est pour introduire les actions ou l'action que je vous propose que l'on mène collectivement en tout cas d'aujourd'hui à la rentrée. Alors, très précisément, on évalue autour de 10% le recul du PIB en France en 2020 versus 2019. Alors, vous voyez qu'il y a trois types de prévisions. Le FMI, lui, dit que c'est plutôt au moins 12,5%. Le gouvernement, lui, a tablé dans ses budgets qui ont été maintes et maintes fois retravaillés, une baisse de 11%. Et l'INSEE est un peu plus positive à 9%. Donc, ce serait formidable. Ce qui peut expliquer que les prévisions sont un peu meilleures cette dernière semaine, c'est parce que, en tout cas, le déconfinement s'est traduit dans certains secteurs par une reprise forte de la consommation, et notamment, je pense, dans l'industrie automobile. Alors, il y a un double problème. Enfin, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on prend des commandes. Enfin, en tout cas, les constructeurs et les distributeurs ont pris des commandes importantes ces dernières semaines, notamment avec les aides du gouvernement. Mais ils ont du mal à immatriculer parce qu'aujourd'hui, les véhicules qui ont été produits ne correspondent pas forcément aux véhicules qui sont achetés et demandés. Et donc, il y a des écarts importants et il y a
baisses de cash très importantes. J'ai rendez-vous demain avec le directeur monde marketing et vente de PSA. Donc, il m'en dira un peu plus sur la situation. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que les gens, en tout cas en France, on re-signe des bons de commande en matière d'automobile, mais il y a des immatriculations qui sont plus lentes parce qu'il y a un écart entre ce qui a été produit et ce qui est demandé. Bon, voilà pour ce qui concerne la baisse du PIB. Elle est en moyenne un peu plus forte que, en tout cas, un certain nombre de nos voisins européens, ce qui entraînera, compte tenu de toutes les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement français, un pic, un niveau record atteint en matière d'endettement, puisque on sera probablement à la fin de l'année, on arrivera à un niveau de 121%. Enfin, quand on cumulera la dette, elle représentera cette dette plus de 100% de notre PIB. Elle était à 100% avant la crise, était déjà très élevée, et là, elle atteindra ce seuil de 121%. Alors, je dois dire deux mots sur la dette, puisque les économistes se sont tous il y a eu à peu près consensus et unanimité pour dire qu'il fallait que les gouvernements, là en l'occurrence, s'endettent pour essayer d'atténuer le choc de cette crise. Mais il y a de la bonne et de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est la dette qui va servir à l'investissement, c'est-à-dire que si on se sert d'une partie de cette dette pour investir fortement et créer des richesses de demain, eh bien cette dette-là, on pourra la rembourser. En revanche, si ces montants de dette ne viennent servir qu'à colmater un certain nombre de trous, eh bien, ce ne sera pas une dette productive et ce sera une dette qui, probablement, à un moment ou à un autre, nous mettra en grande difficulté. Et puis, vous le savez tous, et ça va nous toucher et ça va aussi entraîner une des actions que je vous propose de mener ensemble, eh bien, c'est que le chômage va repartir et puisqu'on anticipe que d'ici un an, à l'été 2021, eh bien, on est atteint en France le taux de 11,5% et que le retour à un chiffre en dessous de la barre de 10%. Je vous rappelle qu'avant la crise, on était à 8% en France, qui était un taux qui était encore élevé, mais qui était un taux record là, pour le coup à la baisse sur les 30 dernières années. Eh bien, il faudrait attendre fin 2022. Donc, ça veut dire qu'on a 2 ans et demi devant nous de chômage massif, de chômage important, très important dans notre pays. Et je pense qu'on a là-dessus une action à mener. Alors, il y a aujourd'hui un certain nombre de PSE, donc de plans de sauvegarde de l'emploi, qui ont été mis en place. Aujourd'hui, un grand nombre d'entreprises sont obligées de s'ajuster. Elles ont pour ça plusieurs outils à leur disposition, de ce qu'on appelle la RCC, donc, qui est un moyen de manière collective à faire générer des licenciements, mais uniquement sur la base du volontariat, jusqu'à des nouveaux dispositifs qui vont permettre aux entreprises pendant jusqu'à 18 mois de mettre au mieux jusqu'à 60% d'activité à leurs collaborateurs. Donc, les entreprises auront la possibilité de réduire l'activité d'une partie des collaborateurs jusqu'à 60%, et ce pendant 18 mois avec une prise en charge de l'État. Et puis aussi des accords de compétitivité qui peuvent se mettre en place. Mais d'ores et déjà, et ce avant le PSE, parce que là, le PSE, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Et là, c'est des vagues de licenciements importants. Donc, il y en a déjà eu dans l'industrie et évidemment, il pourrait y en avoir d'autres. Donc, le chiffre positif, c'est que finalement, la consommation, elle est, en mois de juin, elle n'était que de 3% inférieure à la normale. Donc, il y a eu un pic de consommation après le confinement. Donc, ça pourrait nous permettre peut-être d'avoir une baisse un peu plus faible de baisse du PIB. Et vous savez que c'est un problème aussi en France. La consommation, c'est souvent la consommation qui est le moteur de la croissance de notre PIB, et on aimerait beaucoup plus que ce soit notamment la balance du commerce extérieur. Mais à contrario, comme on importe beaucoup plus qu'on exporte, eh bien, cette balance négative de nos échanges pèse dans notre croissance économique, et notre croissance est souvent drivée par la consommation. Alors, c'est bien et c'est moins bien lorsque c'est de la consommation de produits qui n'ont pas été générés et industrialisés ou commercés, vendus par des entreprises françaises, parce qu'évidemment, ça n'a pas du tout le même impact économique. Et puis, là aussi, un signe d'espoir, c'est qu'on voit que le rebond de l'activité, il est pas neutre. Alors évidemment, après un deuxième trimestre qui était catastrophique, donc heureusement que ça repart, mais ça repart un peu plus vite. Quand on compare l'activité du troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre,
le rebond est de l'ordre de 19%. Alors certes, il y a des secteurs qui restent dévastés, hein. Je pense aux hôtels. Pour ceux d'entre vous qui êtes à Paris et qui venaient à Paris, eh bien, vous découvrez un Paris sans touristes étrangers. C'est incroyable. Donc, il y a beaucoup moins de monde dans les musées. Il y a beaucoup moins de monde aussi dans tous les sites touristiques. Et puis, il y a vraiment beaucoup moins de monde dans les hôtels. Mais en tout cas, au troisième trimestre, la France a rattrapé ses voisins européens. C'est toujours ce qui se passe en France, hein. On chute plus bas que tout le monde, mais on arrive à repartir peut-être un peu plus vite. Donc, il y a quelques signes d'espoir et donc les prévisions sont à plus de 3% au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre. Et puis, on s'attend et on espère avoir un rebond de la croissance de 8% en 2021, mais ça veut dire qu'on ne retrouvera pas notre niveau de croissance économique de 2019, parce que si on baisse de 10 ou de 11% et qu'on retrouve un niveau de plus 8%, on n'aura pas tout à fait retrouvé ce niveau. Mais ça voudrait dire néanmoins, parce qu'on a toujours des prévisionnistes économiques qui sont assez pessimistes, c'est que si on arrive à juguler la pandémie, parce que le virus, on l'a vu, circule toujours, ça voudrait dire qu'on pourrait prendre entre 1 an à 2 ans pour revenir à une situation, 1 an c'est peut-être un peu court, mais de 18 à 24 mois pour retrouver une situation d'avant-crise. Donc, on a des enjeux à court et à moyen terme devant nous qui sont considérables pour essayer de limiter les effets de cette crise sanitaire, de limiter les impacts de cette crise économique. Et ce qui va être très important, et ça sera le dernier slide que je voulais partager avec vous sur du point de vue économique, c'est ce plan de relance massif. Ce cash qui va être injecté à la fois sur le budget de la France, mais vous l'avez vu, et on peut rendre hommage à notre président, qui est quelquefois pas toujours efficace sur la scène nationale, mais qui a été efficace sur la scène internationale, puisqu'avec Angela Merkel, vous savez qu'on les appelle les MMS, hein, Macron et Merkel, ils ont réussi à convaincre un grand nombre de pays européens qui étaient contre ce plan de relance massive de 750 milliards. Donc, vous l'avez compris, sur les 700, ça a été conclu ce matin, sur les 750 milliards prévus, il y a 390 milliards qui seront des subventions. Donc, c'est de l'argent qui va être donné aux États. On parle de 80 millions, par exemple, pour un pays comme l'Italie. On évalue à 40 milliards la subvention qui sera accordée à la France. Le reste, ça sera de l'emprunt. Donc, il faudra à un moment ou à un autre le rembourser. Mais néanmoins, c'est la première fois, en tout cas, qu'il y a une mutualisation au niveau européen. Et on espère que ça va encourager ces pays européens à mettre des moyens pour d'abord qu'on puisse commercer entre nous. Et si l'Allemagne a accepté pour la première fois d'aller dans cette voie-là, c'est parce que l'Allemagne se rend bien compte qu'elle vend un peu moins de ses produits aux États-Unis, elle vend un peu moins ses produits en Chine, elle a besoin de les vendre à ses voisins européens, notamment les voitures, parce que tout à l'heure on parlait des voitures, pas que, mais aussi les voitures et les machines-outils. Donc l'Allemagne se dit, j'ai besoin de soutenir mes clients potentiels, parce que si mes clients européens vont mal, alors qu'on serre la vis du côté des États-Unis, on serre la vis du côté de la Chine, je ne pourrais pas continuer à exporter. Donc ça, c'est extrêmement important. Et vous l'avez compris, en tout cas pour le gouvernement français, il y a 2 priorités. Et la priorité des priorités, c'est le plan pour l'emploi des jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a 700 000 jeunes qui vont arriver au mois de septembre sur le marché du travail. Et là, il risque d'y avoir un choc parce que ces 700 000 jeunes, il n'y aura pas en face 700 000 potentiels débouchés en matière d'emploi. Donc, alors ce n'est pas tout à fait arrêté, mais on parle d'une aide de 4 000 € pour l'embauche des jeunes de moins de 25 ans. Il y aura 300 000 contrats d'insertion, donc ça, c'est des contrats aidés, donc c'est des contrats publics. Hein. Et puis, 100 000 postes de service civique supplémentaires. Mais donc, la priorité des priorités, et c'est vrai que les jeunes sont un peu les sacrifiés finalement de cette crise, parce que pour sauver, et c'était louable, la santé de ceux qui étaient les plus fragiles, eh bien, on a confiné, qui s'est traduit par la crise économique qu'on connaît, par la situation terrible de nos régimes sociaux, de retraite, de chômage, hein, qui ne perçoivent plus évidemment les recettes qui étaient prévues. Et donc, il y a une situation extrêmement critique sur
les jeunes. Et vous savez que pour nous, les jeunes, évidemment, c'est important parce que c'est l'avenir de la fonction commerciale. Et donc, je vais dans quelques minutes vous proposer une action pour qu'on puisse, nous, apporter des solutions. Alors, potentiellement pas pour les 700 000 jeunes qui arrivent à peu près chaque année sur le marché de l'emploi, mais peut-être pour 100 ou 150 000 d'entre eux. Vous avez compris aussi que ce plan d'investissement, il était industriel et vous avez compris que la France, en tout cas dans la bouche de nos gouvernants, on parle de souveraineté nationale, il faut que l'industrie française retrouve sa souveraineté, notamment dans un certain nombre d'industries stratégiques. On a parlé des médicaments, on a parlé évidemment des masques, mais aussi des nouvelles technologies. Et vous savez que notre motto, à nous, le DCF, c'est de dire que n'est produit que ce qui a été préalablement vendu. N'est produit que ce qui a été préalablement vendu. Et donc, si la France retrouverait de la souveraineté industrielle, eh bien, il faut qu'elle investisse massivement le champ du développement et de l'intelligence commerciale. Et vous avez tous compris que dans ce plan d'investissement, il devait être certes industriel, mais aussi écologique, local et éducatif. Or, c'est le deuxième argument que je voulais partager avec vous et qu'on peut tous ensemble marteler, c'est qu'à partir du moment où on ne produit que ce qui a été préalablement vendu, eh bien, tout ça est extrêmement vertueux d'un point de vue écologique parce qu'on va limiter massivement le gaspillage dans tous les secteurs d'activité, y compris dans notre agriculture. Et donc, c'est la deuxième motivation le deuxième levier, le deuxième argument massif qu'on doit pouvoir partager avec toutes les parties prenantes, avec ce principe que n'est produit que ce qui a été préalablement vendu. Et puis évidemment, il faut que ce plan d'investissement il soit local et territorial. Vous avez compris que dans la nomination du Premier ministre, il y avait un signe très fort que voulait donner notre président et qu'il avait potentiellement loupé auparavant, c'est s'appuyer suffisamment sur les territoires. Donc, il y a la volonté de s'appuyer sur les territoires. A été nommé Premier ministre un élu, certes un énarque, mais un élu des territoires et d'une petite ville, non pas d'une grande ville comme l'était Édouard Philippe. Et puis, il doit aussi être éducatif. Donc, on a, par le maillage du territoire qu'ont les DCF, on a 3 arguments massifs pour être un acteur de cette relance économique. 1, parce que si on arrive à encourager les entreprises à investir plus dans la fonction commerciale, eh bien, ça les aidera à reproduire en France. 2, parce que si on veut être écologique, eh bien, il faut mettre fin à la production de masse et au fait que dans les chaînes de valeur, la vente soit après la production. Nous, notre recommandation, c'est de dire qu'il faut que la vente soit en amont de la production et donc on gaspillera beaucoup moins. Et puis, parce que avant la crise, il y avait 150 000 postes de commerciaux qui étaient à pourvoir et qu'il y a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, il y a potentiellement une centaine de milliers de solutions, en tout cas une solution pour 100 000 d'entre eux dans la fonction commerciale, dès lors qu'on aura compris qu'il fallait en France trouver des solutions pour former 100 000 jeunes, 100 000 commerciaux d'élite. Et puis, vous l'avez compris, est-ce que ce plan d'accompagnement, est-ce que ce sera… donc, on pense que les 4 000 € d'aide à l'embauche vont être mis en place, ou je crois ont été mis en place. On ne sait pas encore très bien. En tout cas, moi, je ne sais pas très bien. Et puis, vous savez qu'il y a un sujet sur la baisse des impôts de production. Mais il se trouve que cet impôt, il va aux régions. Donc, vous avez les présidents de régions qui sont contre la baisse des impôts de production. Mais d'un autre côté, si on veut reproduire en France et qu'on a des impôts qui taxent cette production, c'est un peu antinomique. Et puis, on ne sait pas s'il y aura une exonération des charges sur les emplois jeunes. Tout ça va être précisé dans les jours qui viennent. En tout cas, voilà, au travers de ce plan de relance massif, 3 opportunités pour le mouvement DCF. Alors, quel plan d'action je souhaitais vous proposer? Et je remercie encore toutes celles et tous ceux d'entre vous qui assistent à cette conférence et notamment nos présidents d'associations qui vont avoir un rôle de catalyseur, nos présidents d'associations, qu'ils soient présidents d'associations locales et présidents d'associations régionales. Je ne l'ai peut-être pas dit en introduction et évidemment, chacun a un rôle éminent à jouer parce que, mesdames, messieurs, vous pouvez tous être des catalyseurs de ce redressement économique. Alors, la première chose qu'on voulait partager avec vous, c'est que
on vient de, on a, il y a 48 heures, donc, rédigé une tribune. Cette tribune, elle s'appelle « Pas de redressement économique sans intelligence commerciale ». Je vais vous dire dans 2 secondes comment vous allez pouvoir avoir accès à cette tribune. Je ne vais pas vous la lire ici. Vous pouvez, pour ceux qui ont des bons yeux, la découvrir sur l'écran. Mais juste après, on va vous donner un lien, vous verrez, sur un site pour pouvoir lire et découvrir cette tribune. Dans les grandes lignes, je vous en ai déjà parlé. Que dit cette tribune? Elle dit ce qu'on vient d'expliquer ensemble, c'est que eh bien, la France fait face à une crise économique sans précédent. On a parlé de la baisse du PIB, du niveau de dette, et puis du fait qu'il faudrait probablement, en tout cas d'après la Banque de France, attendre 2022 pour retrouver le niveau avant crise. Donc on a 2 ans et qu'il y a une urgence du redressement économique. Et ça, pour le coup, il y a une unanimité, hein, quels que soient aujourd'hui les partis politiques, des syndicats de patrons aux syndicats d'employés. Tout le monde se dit l'urgence, c'est le redressement économique. Et nous, on a un rôle à jouer. On est 2500 et nous, on pense on est persuadé qu'il n'y aura pas de reprise économique sans performance commerciale. Et comme notre conviction, c'est que n'est produit que ce qui a été vendu, parce que notre conviction, c'est que c'est la vente qui engendre l'activité et non plus l'inverse, la vente doit se situer en amont dans la chaîne de valeur des entreprises. Donc, notre rôle, c'est d'expliquer ça. C'est d'expliquer que sans intelligence commerciale, sans valorisation de la fonction commerciale, les entreprises aujourd'hui doivent faire, pour certaines et pour un grand nombre d'entre elles, doivent faire des ajustements. Malheureusement, elles ne pourront pas passer ce cap sans s'ajuster. Et c'est pour ça qu'il y aura une recrudescence du chômage. Parce que, et les gouvernements le savent, ils le disent eux-mêmes, oui, le chômage va augmenter. Donc, on le sait. Et malheureusement, et ça doit être votre cas pour beaucoup d'entre vous, dans vos entreprises, quelle que soit leur taille, qu'elles soient petites, qu'elles soient moyennes, qu'elles soient grandes, eh bien, on est en train de se casser la tête pour savoir, comment on fait pour sauver l'emploi, mais malheureusement, on va être obligé de faire des ajustements. Mais s'il y a bien un endroit, il ne faut pas ajuster, et au contraire, il faudrait renforcer, il faut qu'on se batte pour ça, c'est que ce n'est certainement pas, dans la période actuelle, parmi les forces de vente, qu'il faut réduire les effectifs. Parce que, oui, bien sûr, les entreprises doivent s'ajuster en matière de coûts, mais elles ont un impérieux besoin d'aller sauvegarder et d'aller maintenir le top line, c'est-à-dire le chiffre d'affaires. Et pour ça, il faut des forces de vente extrêmement soutenues et en nombre important. Et donc, notre recommandation, et c'est ce qui est écrit dans cette tribune, c'est qu'on arrive enfin à former 100 000 commerciaux, mais attention, des commerciaux d'élite. Parce que dans la situation actuelle, il nous faut des commerciaux à très haute valeur ajoutée. Parce que si on veut participer à ce redressement industriel, à ce renouveau industriel, à ce redéploiement industriel en France, si on veut que notre industrie soit à nouveau compétitive, et c'est vrai que malheureusement, c'est un drame, on a laissé tout un pan dans plein de secteurs d'activité, on a pensé que c'était mieux d'aller faire produire ailleurs. Donc, si on veut participer à ce redressement économique, eh bien, il faut qu'on investisse le champ de la fonction commerciale. Or, le problème que l'on a, que vous avez, que nous avons, quelle que soit encore une fois la taille de l'entreprise, c'est qu'il y a une inadéquation parce qu'on a du mal à trouver des bons commerciaux, des commerciaux performants, des jeunes gens, des jeunes femmes qui ont envie de s'investir dans notre métier, mais qui viennent s'investir avec un niveau d'excellence opérationnelle extrêmement fort. Et donc, notre pari, c'est ce qui est indiqué dans cette tribune, c'est qu'il faut qu'on arrive, absolument à enfin en France à ce que 100 000, à ce que dans les 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, 100 000 d'entre eux aient été formés à l'excellence, à l'intelligence commerciale. Donc, c'est ça qu'on retrouve dans cette tribune. Et cette tribune, elle doit nourrir notre action. Alors, quelle action je vous propose? Eh bien, d'abord, dans un premier temps, est partie aujourd'hui une lettre au Premier ministre, donc soft, pour le féliciter et pour lui dire qu'un mouvement comme les nôtres était à la disposition de son gouvernement pour participer au redressement économique qu'il appelle lui-même de ses voeux et dont il a fait la priorité. Ce même courrier, que vous allez pouvoir découvrir dans la boîte à outils, a été envoyé au ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, et également à Monsieur le ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité. Pourquoi? Parce que si on veut demain être en capacité de former
100 000 jeunes, 100 000 commerciaux d'élite dans notre pays. Il faudra que tous ces ministères travaillent de concert pour qu'on y arrive. Pour que dès le lycée, on arrive à identifier l'intelligence émotionnelle nécessaire au développement de l'intelligence commerciale et qu'on arrive à identifier des potentiels à qui on va dire mademoiselle, monsieur, vous avez le potentiel pour devenir un commercial d'élite dans notre pays. Parce que probablement, il faudra réformer un certain nombre de bacs et notamment le bac vente représentation. Parce qu'enfin, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, elle doit comprendre, elle doit taper du poing sur la table avec la conférence des grandes écoles pour faire en sorte qu'on mette fin, enfin, on forme dans les écoles supérieures de commerce et dans les écoles d'ingénieurs à l'intelligence commerciale. Parce que le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion doit encourager que toutes ces formations se fassent, pour beaucoup d'entre elles, elles pourraient se faire sous forme d'apprentissage, puisque l'apprentissage, enfin, dans notre pays, décolle. Parce qu'il faut qu'on soit soutenu par le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Parce qu'il faut que le ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité prenne en compte les recommandations des DCF dans tous les organismes dont il a la charge, d'Atout France, à Business France, à tous ces organismes qui sont là pour accompagner les entreprises dans le développement du commerce extérieur. Donc, on a, chers amis, une fenêtre de tir, comme on n'a probablement jamais eu. Rappelez-vous que notre mouvement, il a 90 ans. Il est né après la crise de 29. Eh bien, 90 ans après, nous pouvons nous rendre utiles et être une solution apportée à la fois au Premier ministre, au ministre dont je viens de parler, mais aussi à tous les territoires. Parce que les territoires vont jouer un rôle important. Et donc, moi, je vous encourage, je vais vous inviter, mesdames et messieurs les présidents d'associations locales ou d'associations régionales, de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller à la rencontre des maires de vos villes, et notamment les nouveaux maires. Beaucoup viennent d'être élus pour leur présenter le mouvement, nos idées, d'aller voir les députés, les sénateurs, les présidents de conseils départementaux et les présidents de conseils régionaux qui, eux, ont en charge notamment le développement de l'activité économique. Pour leur dire, tous ensemble, voilà quelles sont nos idées. Il faut qu'on approfondisse nos recommandations, parce que ce n'est pas tout de dire il faut former 100 000 commerciaux d'élite, mais il nous appartient maintenant collectivement d'expliquer comment on fait pour y parvenir et de le faire de manière collective, en intelligence collective, avec vous, avec les DCF, avec les élus territoriaux, avec, je l'espère, les ministres ou leurs cabinets, peut-être sous forme de commission interministérielle. En tout état de cause, il y a un nouveau gouvernement, il y a des nouveaux ministres, il y a des nouveaux maires. Dans un an, il y a les élections régionales. Donc, je pense que les présidents de conseils régionaux devraient être à votre écoute pour, un, faire connaître notre mouvement et deux, le faire rayonner. Et pas le faire rayonner simplement pour dire les DCF, Youpla, c'est super, mais pour apporter une pierre concrète au redressement économique de notre pays. Alors, concrètement, eh bien, c'est la prochaine slide. On va vous proposer… pardon Anas. Donc, on va vous mettre à disposition, c'est la slide précédente Anas, un modèle de courrier que vous pouvez adresser aux maires, d'abord pour les féliciter. C'est ce qu'on fait pour le Premier ministre, c'est ce qu'on fait pour les nouveaux ministres, les féliciter ou d'avoir été réélus pour certains d'entre eux, ou d'avoir été élus, et il y a eu beaucoup de renouvellement, à commencer par les grandes villes, par des gens qui parlent de… et bien sûr que l'écologie, c'est important, mais je pense qu'on a un vrai rôle à jouer pour expliquer que oui, il fallait qu'on s'engage dans cet enjeu qui est un enjeu de l'humanité, mais qu'on ne pouvait pas prôner la décroissance. On a vu ce que ça a donné la décroissance. Mais que nous, les DCF, si on arrive dans toutes les entreprises à positionner la vente en amont de la chaîne de valeur, centrale dans la chaîne de valeur des entreprises et en amont de la production, on sera extrêmement vertueux en matière de production et en matière de développement durable. Donc, on a un rôle pédagogique à jouer. C'est une formidable opportunité, mesdames, messieurs, pour vous faire connaître auprès de vos maires, auprès des départements, auprès des régions, pour leur apporter des solutions, faire connaître votre mouvement, leur parler des initiatives que vous prenez localement, elles sont formidables, d'un point de vue départemental, pardon, pour certains d'entre vous, d'un point de vue régional. Donc, c'est une formidable opportunité. Donc, on vous met à disposition un courrier que vous pouvez adresser, personnaliser et adresser à vos élus pour aller à leur rencontre, comme nous allons essayer de le faire
avec le Premier ministre et avec les ministres qui voudront bien nous recevoir et nous écouter. Donc, notre objectif, notre recommandation, c'est la suivante, merci Anas, c'est bien de former 100 000 commerciaux d'élite pour donner naissance à une nouvelle génération de talents commerciaux made in France. Puisqu'on veut faire du made in France, eh bien nous, on dit il faut enfin dans ce pays avoir des talents commerciaux made in France. Et il faut qu'on ait des grands négociateurs. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que les Pays-Bas, c'est un tout petit pays, c'est un pays qui est très fort économiquement. Eh bien, ce sont les Pays-Bas qui ont résisté à Mme Merkel et à M. Macron. C'est les Pays-Bas qui ont fédéré ce qu'on appelle les États frugaux. Et croyez-moi, eh ben, ça ne devait pas être simple pour Macron, Merkel et toute leur bande, parce que les Pays-Bas sont des grands négociateurs. Et vous savez ce qu'ils ont obtenu, les Pays-Bas? Ils ont obtenu, en contrepartie, ils ont obtenu des contreparties aussi. Ok, d'accord, on accepte. Pas 750, mais 390. Ils ont juste divisé par 2. Et surtout, ils ont négocié le fait que eh bien, leur contribution chaque année au budget de l'Europe dans les prochaines années serait réduite. Donc, ce sont des grands négociateurs. Et si on veut eh bien, redémarrer le Made in France, il faudra qu'on ait des grands négociateurs dans notre pays. Parce que là, si on veut que la French Tech rayonne dans le monde entier, eh bien, il faudra qu'on ait des grands talents commerciaux. Donc, c'est un enjeu national et c'est bien ça qui doit nourrir notre rencontre et la raison d'être d'un mouvement comme les DCF. Alors, concrètement, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose, tout à l'heure, dès que cette webconférence est finie, bien, vous allez cliquer, vous allez rejoindre ce lien intranet. Vous allez découvrir la tribune. Et ce qu'on vous propose, c'est qu'au travers de finalement vos différentes rencontres avec les élus territoriaux, eh bien, ils puissent aller sur ce site et dire, ben, ils vont découvrir la tribune, que évidemment vous aussi vous allez pouvoir découvrir. Et si ils pensent que ben, notre recommandation de former 100 000 commerciaux d'élite en France, elle fait sens, eh bien, ils pourront dire, je soutiens la démarche des DCF. Et du coup, on sera beaucoup plus fort avec le Premier ministre, avec les ministres, pour faire changer les choses qui n'ont pas changé dans ce pays depuis, j'ai envie de dire, presque 90 ans. Parce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où les DCF ont pesé. Quand les DCF sont allés avec René Monory créer le BTS Force de Vente, ou quand les DCF sont allés avec Jean-Pierre Raffarin à Matignon pour soutenir la fonction commerciale, eh bien, ils ont pesé. Aujourd'hui, les DCF doivent redevenir un mouvement qui compte dans la vie économique de notre pays et dont les recommandations sont prises en compte. Et donc là, on a une formidable opportunité, et notamment au travers donc, de ce site où vous pouvez à la fois découvrir la tribune et la faire soutenir par l'ensemble de ces élus. Donc voilà pourquoi je voulais qu'on partage ces recommandations ensemble. Alors, ben, tout ça va nourrir notre réflexion et dans les semaines et les mois qui viennent. Alors, notre entrée, eh bien, elle aura lieu à Bordeaux. Donc, Bordeaux, c'est une ville dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, déjà avant les élections municipales. Depuis effectivement les élections municipales, c'est une association qui est une association importante en nombre d'adhérents dans le panorama des DCF. Et on a décidé, alors j'espère qu'on pourra évidemment organiser de manière physique ces rencontres, si on arrive à juguler la pandémie dans les prochains mois. Et donc, eh bien, c'est à Bordeaux que les DCF feront leur entrée cette année. Avec 3 événements en un, on va le voir tout à l'heure. La finale DCF Challenge, c'est important. 2, le campus junior. Et 3, une rencontre avec toutes les associations de cette région. Et il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans ce grand territoire de la Nouvelle-Aquitaine, avec la création de nouvelles régions, la création de nouvelles associations. Et donc, eh bien, c'est dans ce grand territoire qui est vaste, puisqu'il intègre le Limousin, il intègre Poitou-Charentes, il intègre l'Aquitaine. Eh bien, c'est une terre fertile, comme j'aime le dire pour les DCF. C'est une terre où les DCF sont puissants, sont nombreux, et eh bien, c'est dans ce territoire que nous allons faire notre rentrée le 18 septembre prochain. Alors, vous êtes tous invités, puisque vous pouvez accompagner, pour certains d'entre vous, ils seront, vous pouvez accompagner vos étudiants, vous pouvez accompagner vos finalistes, et puis évidemment, pour tous les DCF de cette très grande région ou qui sont limitrophes ou qui ont envie de venir, vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas, Elise, si la vente est déjà lancée, ça y est, donc vous pouvez la vente de tickets, la vente de la billetterie est ouverte, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, vous êtes tous les bienvenus. Deuxième date de la rentrée, je vais en parler, DCF Challenge. Ça, c'est extrêmement important, mais je vais en parler juste derrière. Ensuite, on a le prix du livre. Donc, certains d'entre vous
Et on vous en remercie. Vous êtes en train de découvrir les différents livres. Vous êtes en train de, pour certains peut-être, où vous allez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous envoyer vos grilles de notation. Et on remettra le prix du livre donc le 12 novembre. Et puis notre assemblée générale, elle aura lieu le 29 janvier. Le lieu est déjà trouvé. Ce sera le siège de la BPCE dans le 13e arrondissement de Paris, tout près de Bercy, en face de Bercy. Donc, j'espère que les gens de Bercy viendront nous faire un coucou. Et puis, on a un rendez-vous extrêmement important dans moins d'un an. C'est notre congrès national DCF. Et là, on a été visionnaire. On a été visionnaire avec ce thème de la culture. Parce qu'il y a bien aussi une industrie qui est extrêmement touchée par cette crise, c'est l'industrie culturelle. Et donc, eh bien, ce sera formidable de pouvoir faire un point de situation dans un an. Je pense que d'ici là, il y aura eu beaucoup d'initiatives qui auront été prises. Cette industrie, elle se sera transformée et cette industrie, elle aura besoin plus que jamais d'intelligence commerciale. Et donc, je pense là qu'on a été extrêmement visionnaire. Et je sais que les amis de Clermont, les amis de l'Auvergne d'ores et déjà sont prêts. Ils sont quasiment prêts. Ils étaient prêts à vous accueillir il y a un an, il y a quelques mois, pardon. Ils seront prêts à vous accueillir dans quelques mois. C'est un congrès où on doit être très nombreux. Et ce sera là aussi la finale de DCF Challenge. Voilà, c'est pour vous donner un peu de panorama. Mais tout au long de ces mois qui vont suivre, puisqu'on sera on sera malheureusement dans une situation qui va être très difficile encore en 2021, eh bien, il faut qu'on continue à mener et qu'on soit des solutions, qu'on apporte des solutions pour accélérer ce redressement économique. Donc, je vais détailler très rapidement. Donc, le 18 septembre, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais 3 événements, on va voir l'affiche. Donc, 3 événements. Donc, la finale de DCF Challenge, dont je vais parler tout à l'heure. Le campus DCF Junior. Merci à toutes les associations qui soutiennent parce qu'elles ont des juniors ou parce qu'elles contribuent à l'organisation de ce campus. Donc, vraiment, merci de votre générosité. Et les DCF ont du cœur, les DCF sont généreux et vous avez été généreux. Donc, au-delà du soutien de la fédération, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, l'opportunité, eh bien, d'aller, en tout cas, de montrer à toute cette grande région que les DCF ont une place importante. Et on aura une conférence exceptionnelle de notre ami Philippe Gabillet, donc pour montrer ce que sont les DCF. J'espère lancer une campagne de recrutement et en tout cas avoir l'opportunité de se rencontrer physiquement avec un maximum de membres et d'associations de DCF de cette très grande région. Donc voilà, DCF Challenge, je veux vraiment vous en parler. D'abord pour vous dire que c'est encore plus important. D'abord, DCF Challenge, c'est vraiment ce qui nous unit tous. Hein, on a des associations, chacun prend des initiatives, mais s'il y a une opération qui doit être développée partout sur l'ensemble de nos associations, c'est DCF Challenge. DCF Challenge, c'est le lien. C'est ce qui existe depuis 55 ans. C'est ce qui nous rapproche de l'éducation nationale, sur tous les territoires, des écoles. Et puis, c'est ce qui nous permet d'avoir l'action la plus importante, c'est-à-dire de donner envie de nous investir dans notre métier. Parce que si on arrive à former, c'est les jeunes commerciaux qui vont faire la réussite de nos entreprises demain et après-demain. Et là, il y a des bonnes nouvelles. Parce que c'est normal quand on change de format, quand on change de produit, les premières années sont difficiles. Mais plus 37% d'établissements cette année versus l'année d'avant. Plus 29% d'étudiants. Plus 35% du nombre d'associations inscrites. Merci à toutes et à tous de vous y être investis. On aura 40 étudiants lauréats régionaux, toutes catégories confondues, donc merci. Mais on peut faire encore beaucoup mieux. Et pour ça, je voudrais rendre hommage à notre ami Anthony, qui s'est donné beaucoup de mal. Donc Anthony, il est membre du commerce, c'est lui qui est en charge tout ce qui tourne autour de la formation. C'est vraiment l'ambassadeur de DCF Challenge. Il fait un travail exceptionnel. Vraiment, je ne sais pas comment le remercier. Alors, je sais qu'il y a eu une webconférence qui a été organisée pour vous parler de DCF Challenge. Si vous n'avez pas pu y assister, vous pouvez la voir en replay dans la boîte à outils. Et Anthony a créé 6 guides. 6 guides ou 5 guides 5 guides, voilà. Donc, qui vous expliquent exactement quel est le règlement du concours, toutes les fiches techniques de DCF Challenge, quelles sont toutes les actions à mener. Bref, vous avez vraiment le B.A.B.A. si vous voulez savoir comment
au travers de la création de ces 5 guides, vous avez une uniformisation de l'information locale et vous avez donc tous les outils pour mettre en place des DCF Challenge dans vos associations si ça n'existe pas. Alors, le gros challenge qu'on a, nous, c'est de trouver un partenaire pour DCF Challenge. Donc, je croise les doigts, je touche du bois. On a un rendez-vous important avec le meilleur ambassadeur de DCF Challenge, c'est Bernard Dern. On a un rendez-vous lundi prochain et j'espère que lundi soir, on pourra vous donner une bonne nouvelle avec le partenaire, le futur partenaire de DCF Challenge. Merci de faire en sorte que ce rendez-vous soit un rendez-vous important parce que ce serait vraiment important qu'on ait dans le cadre de ce que je vous propose, c'est-à-dire si on veut promouvoir 100 000 jeunes commerciaux, eh bien, on ne peut pas ne pas avoir DCF Challenge parce que DCF Challenge, ben, c'est déjà nous notre contribution. Notre contribution dans les écoles pour dire ben, écoutez, voilà, il faut qu'on forme ces étudiants à l'excellence, à l'intelligence commerciale. Donc, DCF Challenge, c'est extrêmement important. Le prix du livre, je vous en ai parlé. Je vous avais promis que j'en aurais pour 45 minutes. J'ai terminé. Je termine en vous disant, donc en vous souhaitant une bonne lecture pour le prix DCF du livre et vous dire que si on est tous unis, comme nous savons l'être au sein des DCF, comme nous savons l'être dans les congrès, comme nous avons pour tous ceux qui ont été présents, on a vécu 2 jours exceptionnels pour les 90 ans de notre mouvement. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais là aussi, j'aurais dû en parler d'ailleurs. On est en train de vous proposer, ça existe déjà, et d'enrichir le kit qui est à votre disposition pour que vous puissiez, vous avez encore 6 mois, dans les 6 mois qui vous restent, pour, comment dirais-je, relayer ces 90 ans dans vos associations. Mais en tout cas, on a tous en tête les images du CESE. Là aussi, on a été visionnaire, parce que vous savez que cette assemblée, elle va prendre de l'importance puisqu'il y a eu cette fameuse convention citoyenne qui s'y est réunie, mais que d'autres conventions vont, ça va devenir, le CESE va changer d'appellation. En tout cas, ça va devenir une chambre qui va être encore plus utile dans l'organisation des instances de gouvernance de la République française. Et donc, on y était. Et si on est tous unis, si on travaille de concert entre les actions de la fédération, les actions des associations locales, des associations régionales, eh bien, on a une chance unique d'être un acteur et de montrer à quel point un mouvement comme le nôtre, il est utile. Il est utile pour notre pays, pour l'économie de notre pays, et donc, a fortiori, pour nos entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur localisation, parce qu'on sera plus fort commercialement. Et donc, on a tous un intérêt à réussir. Enfin, et j'ai envie de dire enfin, d'être entendu et que eh bien, demain, dans notre pays, on ait autant envie d'être un haut fonctionnaire, on ait autant envie d'être un chercheur, on ait autant envie d'être un grand scientifique, on ait autant envie d'être un entrepreneur que d'être un développeur commercial. Et ça, si on réussit ça, eh bien, 90 ans après la création de notre mouvement, on pourra collectivement être très, très fiers et rendre à notre métier les lettres de noblesse qu'il mérite. Voilà. Merci à toutes et à tous pour cette écoute et évidemment à votre disposition pour interagir sur ce call et évidemment, tous les jours, j'ai envie de dire, avec le COMEX de la fédération, avec nos équipes et avec chacune et chacun d'entre vous. Je laisse Jean se déshydrater. Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, pour l'instant, pas trop de questions. Donc, la première, c'est donc quand conseillez-vous d'envoyer le courrier? Donc, je suppose que c'est le courrier au maire. Moi, je pense que vous pouvez le faire dans les jours qui viennent parce que les maires ont été fraîchement élus. Je ne pense pas qu'ils partent tous en vacances. Maintenant, si vous pensez qu'il faut attendre la rentrée, libre à vous de le faire. Peut-être que dans les grandes villes, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je pense que… alors, en revanche, si vous décidez de le faire maintenant, faites-le tout de suite. Alors, on va, pour ça, je crois, vous envoyer, on vous propose, parce qu'il nous en reste quelques exemplaires, on va vous adresser le manifesto pour que vous puissiez le joindre à votre courrier. Vous pouvez joindre aussi la tribune. Donc ça, on va vous les envoyer. Mais bon, je pense que… Je ne crois pas que les maires, en tout cas dans les villes dans les villes de plus de 10 000, enfin dans les villes où on a des associations DCF, soient déjà en vacances. Je ne crois pas. Donc, au moins, leur directeur de cabinet, mais même les maires sont là. Alors, évidemment, ils ne vous recevront pas tous, mais peut-être que si vous envoyez le courrier tout de suite, c'est un bon moyen de prendre après
attache avec les directions de cabinet pour potentiellement essayer de prendre un rendez-vous. Donc à vous, en fonction des connaissances du territoire que vous avez, mais je pense que tout au moins dans les grandes villes, vous pouvez le faire assez vite. Apparemment, Jean, tu as été très clair parce qu'il n'y a pas de questions. Par contre, des commentaires très positifs. On nous remercie pour toutes les webs qu'on a organisées depuis le mois d'avril. Apparemment, c'est vraiment quelque chose qui a été apprécié, donc tant mieux. Alors, Charles qui dit « Les préfets n'ont pas été cités ». Oui, ben Charles, si tu penses que… alors, deux choses. Merci Charles d'abord. D'abord, merci Charles d'être là. Deux, si tu penses qu'il faut qu'on écrive au préfet, c'est une bonne idée. Why not? Très bonne idée. On en parlera tous les deux. Et au-delà de ça, dans le cadre de cette ambition et de cette recommandation de former 100 000 commerciaux d'élite en France, il faut maintenant qu'on arrive à structurer des mesures plus précises pour dire comment on fait pour y arriver. Donc, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à nous remonter vos idées ou les idées de vos associations si vous pensez qu'il faut intervenir sur tel ou tel niveau. Et puis, fort de la remontée de vos idées, donc là, brassons les idées, hein, envoyez-les nous à Élise, aux membres du COMEX que vous connaissez, à moi-même si vous voulez. Enfin, n'hésitez pas à nous faire passer toutes vos idées pour dire, OK, concrètement, si on veut former 100 000 commerciaux d'élite, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, on va, je crois, mettre en place un comité d'experts pour concrètement structurer maintenant de manière un peu plus concrète. Si on est sollicité par les directions de cabinet ou par les ministères pour avoir de la matière. Donc il faut qu'on soit très actif collégialement, j'ai envie de dire. Et donc, il y a une personne qui est élue au niveau donc, de sa ville et qui dit qu'il faut s'appuyer sur les élus qui seraient membres des CEF. Donc, c'est vrai que si on les a identifiés, il ne faut pas hésiter, bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est vrai que souvent, quand vous me faites l'honneur de m'inviter à vos manifestations, il y a souvent les maires qui viennent, il y a des députés, des sénateurs. Donc, ceux que vous connaissez, n'hésitez pas à prendre contact avec eux et encore une fois, à les faire s'engager, signer notre tribune. Tout ça aura beaucoup d'importance parce que je crois que le Premier ministre a compris, et le Président aussi, qu'il fallait travailler avec les territoires. Donc, nous avons la chance d'être un mouvement territorial. On a 70 associations sur l'ensemble du territoire. C'est une force. Donc, c'est avec les territoires qu'on réussira à composer. Donc, tous les maires, tous les députés, tous les sénateurs, tous les conseillers régionaux, conseillers départementaux que vous pouvez solliciter, nous serons très utiles pour que nos messages, j'ai envie de dire, enfin soient entendus. Une question pratico-pratique. Devons-nous privilégier les courriers par rapport à un mail, par rapport, je suppose, toujours au maire? Je pense que c'est pas mal d'être un peu officiel. Alors, vous pouvez doubler votre courrier d'un mail, mais je pense que dans les grandes villes, de toute façon, alors normalement, hein, quand vous écrivez, le directeur de cabinet, il vous répond. Enfin, il fait signer au maire, mais normalement, ils apprécient parce que c'est un courrier où vous allez d'abord les féliciter. C'est pas un courrier d'insulte, c'est pas un courrier vindicatif. Donc, moi, je pense que c'est un peu officiel. Ça laisse une trace officielle, mais il faut le faire. Mais après, vous pouvez, ceux que vous connaissez, le doubler d'un mail, évidemment. Évidemment. Ou en tout cas, de mettre dans votre mail, voilà le courrier que je vais vous adresser. Après, c'est libre à vous en fonction effectivement de votre connaissance du territoire. Pas d'autres questions? Si possible, si vous pouvez nous faire une copie, nous envoyer une copie par mail, ça nous permettra de savoir quels sont les maires qui ont été sollicités. Parce que quand on va, voilà, si vous pouvez y penser, vous faites un mail ou à un moment nous dire, voilà ce que j'ai envoyé. D'abord parce que ça sera enrichi de vos actions et puis on aura une trace. Et à un moment, on pourra dire qu'on a… Voilà. Je peux vous dire que ce que je peux vous dire, c'est que la tribune, elle a été envoyée aux médias nationaux. Elle a été aussi envoyée ce matin à tous les types de PQR, de presse quotidienne régionale. Donc, si vous avez des contacts avec la PQR, normalement, ils ont reçu notre tribune.
Donc, vous pouvez la relayer. Ils peuvent du coup avoir envie de vous interviewer, de vous solliciter. Donc, je pense que c'est aussi une bonne opportunité de vous rapprocher des titres de presse. En tout cas, tous les titres de PQR, de presse quotidienne régionale, ont reçu notre tribune. Pas d'autres questions apparemment, Jean. Super. Qui Élise, par exemple, Élise ou Françoise, enfin, ou les gens que vous connaissez. Mais Élise, à la Fédé, c'est bien. Merci, Christine. On compte sur toi parce que toi, Christine, tu connais bien des sénateurs connus, des maires de grandes villes. Donc là, on va avoir besoin du soutien des élus de Vichy. Pas que de Vichy, mais de Vichy. Parce qu'ils comptent. Leur voix compte. Notamment M. Malhuret qui a fait une intervention à l'Assemblée nationale qui a été vue des millions de fois sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc, super. Et voilà, Claude Malhuret, super. Et si Claude Malhuret a des idées et peut nous aider, si lui, il a s'il a des contacts avec les ministres ou les ministères, ce serait formidable. Pas d'autres questions, donc. Eh bien, alors, vraiment, à toutes et à tous, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis cette année. Merci pour votre assiduité. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci par avance pour tout ce que vous allez mettre en place. Et on est à votre disposition, on est à votre écoute pour soutenir toutes vos démarches. Et j'espère qu'on va pouvoir se voir très vite, que ce soit à Bordeaux, que ce soit lors de l'AG et évidemment très vite à Clermont-Ferrand ou dans vos associations. À très très vite et bel été. Reposez-vous bien et stay safe et mettez vos masques.